Conscience supramentale et valeur, point d'interrogation. En fait, la question que je vais viser à répondre dans le cadre de cette capsule audio, c'est celle à l'effet que est-ce que dans la conscience supramentale, l'individu qui la vit va fonctionner en fonction de valeur? Et la réponse qui émerge en moi, c'est non. La personne qui vit la conscience supramentale agit en fonction d'une vibration. C'est pas une personne qui va avoir un comportement qui va être conditionné par rapport à des valeurs d'une civilisation qui le rattache à du mémoriel, à un agenda collectif. Dans ma compréhension de la conscience supramentale, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de valeur morale et idéologique. Et pourquoi que je parle de ça? C'est parce que j'ai l'impression que des gens vont chercher à agir en fonction de valeurs qu'ils associent à la conscience supramentale comme des points de référence. En ce sens, quelqu'un peut dire c'est important d'agir en fonction de manifester la volonté, l'amour et l'intelligence. Mais en tant que tel, la personne, il ne faut pas qu'elle réfléchisse en disant « Ah, ben là, est-ce que j'agis en fonction du principe de l'amour? Parce que là, si je n'agis pas en fonction du principe de l'amour, je ne suis pas correct, je ne suis pas fin. » Ça, c'est une évaluation réflexive, tandis que la personne qui œuvre en fonction de l'énergie de la conscience supramentale est par-delà le réflectif, puis elle suit une impulsion énergétique qui la relie au plan éthérique, tout simplement. Il n'y a pas de délibération réflexive à savoir est-ce que là j'agis en fonction de l'intelligence ou pas. Bien que d'avoir des délibérations réflexives par rapport à une éthique personnelle sur le plan psychologique, c'est pas mauvais. D'ailleurs, ça peut encadrer des débordements au niveau de la conscience individuelle et empêcher des abus dans le sens qu'une personne qui a une capacité réflexive, au lieu de tomber dans des excès, ben elle va pouvoir pondérer certains comportements excessifs qu'elle pourrait faire en se demandant, bon, c'est-tu intelligent à agir de même, et ainsi de suite. Mais le point que je voulais faire aujourd'hui, c'était de dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont moraliser l'instruction supramentale en disant que, à quelque part, dans la conscience supramentale, il y a des principes, l'amour, la volonté, l'intelligence et quelque part, ces principes-là doivent être vécus comme étant des éléments auxquels l'individu se soumet, alors que de ma compréhension de la réalité de la conscience supramentale, l'individu qui se conscientise qu'il a à vivre en adéquation avec l'énergie vibratoire doit plutôt non pas se soumettre à des principes, des formes, mais plutôt agir en concertation avec la vibration la plus élevée que la personne est capable de capter en fonction de qu'est-ce qu'elle a accompli dans le ici et maintenant. Et elle va agir par-delà les valeurs. Comme par exemple, on peut donner de l'importance à la valeur de la famille. Et la valeur de la famille, c'est sûr qu'elle peut avoir des bons côtés, mais elle peut avoir aussi des mauvais côtés. Et je vais vous donner des exemples concrets pour vous dire ça. Parce que, à quelque part, bon, quelqu'un qui donne de l'importance à la valeur de la famille, la personne va vouloir avoir des enfants, va agir en conséquence. Elle va agir aussi, si elle a des enfants, dans le respect et dans l'intérêt de leur développement. Donc, la valeur de la famille, c'est les gens qui vont s'impliquer auprès de leurs enfants, faire des activités avec eux, s'occuper, changer de couche quand ils sont en bas âge, les faire à manger, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ainsi de suite. La valeur de la famille peut amener aussi l'entraide, ou les enfants qui ont bénéficié de soins de leurs parents, ben, plus tard leur rendre l'appareil, c'est-à-dire qu'ils vont prendre soin de leurs parents vieillissants, plutôt que les laisser dans des résidences de personnes âgées avec des inconnus et avec du personnel interchangeable qui ne vont pas nécessairement connaître d'une manière assez aussi approfondie leurs particularités individuelles. Donc, c'est sûr que ici, je pense à une de mes tantes qui est en résidence de personnes âgées. Puis là, quand il y a du personnel variable, il faut tout leur explique là, ses particularités. Donc, ça demande de l'énergie à chaque fois. Mais bref, ça, c'est la valeur de la famille. Ça peut
bien sûr, quand que je regarde ça, en termes de valeur, dire, bon, je vais agir, par exemple, en fonction de la valeur de famille. Concrètement, qu'est-ce que ça donne comme action? Ben bon, si la famille, c'est important pour moi, ben je vais agir pour que ma fille soit, si j'ai une fille présentement, elle soit heureuse. Je vais contribuer à changer les couches, à faire le ménage, à faire à manger, ainsi de suite. Sauf que le point, c'est que la valeur de la famille, naturellement, a toujours un revers, dans le sens que, par exemple, la valeur de la famille, c'est vécu en priorité par quelqu'un. Ben, il peut y avoir la mère de famille qui va endurer un conjoint violent sur le plan physique et psychologique, qui va l'être avec elle et ses enfants, et au lieu de demander le divorce ou de se séparer, connaître une rupture amoureuse qui irait à l'encontre de la valeur de la famille en divisant la famille, donc en ayant par exemple la garde partagée des enfants une fin de semaine sur deux ou une partie de la semaine, ben là, la personne, au nom de la valeur de la famille, va endurer une situation de violence physique et psychologique qui va nuire à son épanouissement personnel et à l'épanouissement de ses enfants et à leur développement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut être très nuisible, la valeur de la famille. Et dans ce cas précis, la valeur du bonheur individuel, naturellement, me semble un peu plus appropriée que la notion qu'ont vécu, entre autres, beaucoup de gens au Québec au fil des siècles, en fait, dans le passé. Beaucoup de gens se sacrifiaient au nom de la famille. Il y avait des femmes qui enduraient des conjoints violents, alcooliques, toxicomanes, et ainsi de suite. Pourquoi? Ben parce qu'ils étaient soumis à la valeur de la famille auquel ils donnaient de l'importance. D'ailleurs, au nom de la valeur de la famille, ici au Québec, il y a eu des choses qu'on regarde avec le recul historique, qu'on trouve comme étant abominables. Comme par exemple, il y avait des femmes québécoises qui acceptaient de se soumettre au clergé, à la religion catholique, où il leur était demandé à chaque année par des religieux d'avoir des enfants. Donc, croissez et multipliez-vous dans une perspective d'une politique de peuplement du Québec pour que le nombre de francophones soit en augmentation et catholique, parce que, étant donné qu'il y a plusieurs, ici au Québec, où ce que je suis, des anglophones qui étaient protestants, bon, ben, pour s'assurer que le clergé, qui est un bon bassin de catholiques francophones, bon, ben, il incitait les gens chaque année là, d'avoir des enfants. Or, quelqu'un qui agissait au nom de la valeur de la famille dans l'optique d'avoir des enfants, si c'était une femme qui a des problèmes de santé importants, bien, dans certains cas, il pouvait y avoir des femmes qui, dans le fond, vivaient des grossesses qui mettaient leur vie en danger. Donc, tout ça pour vous dire qu'à quelque part, la valeur de la famille peut avoir ses effets pervers. Donc, il y a des gens qui œuvrent dans le domaine de la conscience, qui vont faire la promotion de certaines valeurs, sauf que le point, c'est il y a des gens qui vont dire, ah, la valeur du bonheur individuel, c'est quelque chose de naïf, c'est quelque chose de superficiel. Oui, mais ça peut être utile pour contrebalancer les excès de soumission au collectif en relation avec la valeur de la famille, dans le sens de l'individu qui se soucie de son bonheur individuel, de son bien-être, bien sûr, peut être critiqué comme étant égoïste par certaines personnes, mais en contrepartie, s'il ne s'occupe pas de lui-même d'être bien dans sa peau d'abord, puis il va rester dans une famille où il est victime de violences physiques, psychologiques, où on le force à avoir des enfants, où on le menace pour des raisons de croyances religieuses, ben quelque part, c'est sûr que tout ça, ça peut être extrêmement néfaste. Donc, tout ça pour vous dire que à quelque part, la question des valeurs, donc moi, la compréhension du supramental que j'ai dans son instruction, c'est de suivre une vibration. À un moment donné, la vibration peut nous amener à agir en fonction de la famille, puis à un moment donné, au contraire, nous éloigner de la famille parce qu'il y a des gens qui sont toxiques, parce que ces personnes-là sont violentes sur le plan physique ou psychologique. Donc, il n'y a pas d'idéologie morale par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont critiquer, par exemple, des personnes qui vont faire la promotion de la fête, du bonheur individuel, voire même de la liberté sexuelle. Sauf que le point, c'est que
toute approche a toujours toute philosophie, toute vision du monde a toujours des éléments qui peuvent être propices au développement de certains individus, sauf qu'il ne faut pas généraliser. Et chaque individu est unique et dans certains cas, adhérer pour une philosophie, pour une personne, ça peut être bénéfique et pour une autre, c'est néfaste. Mais en réalité, au-delà des philosophies et des cadres externes à soi, ce qui est le plus intelligent, c'est de s'écouter d'abord, puis d'agir en fonction de la vibration de ce qu'on capte qu'on doit faire. Et avec le recul et le temps, on réalise aussi que dans la vie, on est manipulé par des circonstances, par des événements, pour agir d'une certaine manière plutôt que d'autres. Et finalement, tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, c'est important pour moi la valeur de la famille, c'est quelque chose de prioritaire. » Et finalement, la personne est obligée d'aller à l'encontre de la valeur de la famille parce que si elle reste dans une famille avec des gens qui la vampirisent à tout bout de champ parce qu'ils lui volent son énergie vitale, ben, elle va se ramasser en dépression. Donc, pour préserver son équilibre psychologique, dans certains cas, une personne doit s'éloigner de sa famille. Puis dans certains cas, pour favoriser sa santé psychologique, une personne peut avoir intérêt de resserrer les liens familiaux si c'est des individus qui sont sains et qui va favoriser, qui va la soutenir dans son développement. Fait que tout ça, c'est subtil. Et on peut donner de la valeur à certaines choses, comme par exemple la valeur à l'intégrité plutôt qu'à la corruption. Sauf que le point, c'est que si la personne donne de la valeur, de l'intégrité, puis la personne est prise dans des conflits de valeur, dans le sens que quelqu'un donne de la valeur, c'est important l'intégrité, de ne pas me laisser corrompre par le système. Bon, on peut donner un exemple concret par rapport à ça. Lors de l'année 2022, en pleine campagne électorale, François Legault a dit, bon, à cause de l'inflation, que dans les prochains mois, donc annonçait comme mesure s'il était élu, que les Québécois recevraient un montant d'argent pour contrer l'inflation. Donc, c'est sûr que ça ne s'appelle pas acheter des votes, agir ainsi, faire miroiter à des électeurs qui vont recevoir un montant d'argent. Je ne sais pas c'est quoi, là. Honnêtement, là, je veux dire, c'est tellement grossier comme tactique de manipulation. Mais bon, c'est ce qui a été fait. Et c'est sûr, comme plusieurs Québécois, au mois de décembre de l'année 2022, il a tenu sa promesse. J'ai eu un montant de 600 $ dans mon compte de François Legault au début du mois de décembre et quelques jours avant les achats de Noël. Avant le magasinage de Noël. Tiens, ça tombe drôle, hein? Tu sais, on nous fait miroiter un montant d'argent. On a le montant d'argent quelques jours avant la période de magasinage du temps des fêtes et je voyais ça un petit peu, ce montant-là, comme une façon de stimuler le magasinage du temps des fêtes là, ici au Québec, là, à quelque part. Là. En tout cas, au niveau du timing, de la période de temps, ça ne pouvait pas mieux tomber, comme par hasard. Et de relancer un petit peu l'économie. Mais bref, c'est sûr que le montant, je l'ai eu dans mon compte, je l'ai accepté. Pourquoi? Ben, c'est sûr qu'il y a des réalités aussi. Tu sais, si j'ai une famille, je donne de la valeur à la famille, ben, quelque part, puis le bien-être financier de ma famille, ben, c'est sûr que ça prend de l'argent. Fait que vous voyez, au nom de la famille, je vais recevoir un montant d'argent que je ne suis pas nécessairement à l'aise sur le plan éthique parce que je trouve que c'est pas correct de faire, dans le fond, miroiter aux gens, ben, si tu votes pour moi, tu as un montant d'argent. Et bon, il a été réélu et il y a eu beaucoup de succès aux élections. Il y a une majorité de Québécois qui l'ont réélu par rapport aux votes qui ont été faits. Donc, ça a été le parti politique, la CAQ qui fait partie de François Legault qui est ressorti. Fait que moi, je suis pas à l'aise avec ça, sauf que comme je suis pas un millionnaire excentrique, ben, j'ai pris pareil l'argent. Donc, il y a tout le temps, au niveau des valeurs, il y a toutes sortes de jeux qui peuvent être faits, là. Mais bref, il faut agir au-delà parce qu'on pourrait réfléchir longtemps là, à la question des valeurs. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, c'est que, c'est tout dépendant de la période. Tu sais, à une certaine période, en termes de valeurs, il y a les gens qui fumaient la cigarette dans le passé, c'était vu comme étant cool, c'était à la mode. Et il y en avait même une promotion sociale qui était faite là, à travers des publicités.
Et d'une période à l'autre, les valeurs fluctuent dans le temps. Dans le temps où il y avait Bernard de Montréal qui avait initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec, de donner des conférences, ben, il fumait dans les salles de conférences. Donc, c'était correct à l'époque. Et aujourd'hui, quelques décennies plus tard, non, ça serait extrêmement mal vu de voir quelqu'un qui filme dans un lieu public qui représente une salle de conférence. Donc, la société a changé. Et les valeurs sont relatives, sont contextuelles. Et la conscience supramentale est par-delà la morale, dans le sens que c'est la raison, entre autres, pour laquelle le mensonge cosmique existe, c'est-à-dire les êtres du cosmos mentent aux êtres humains. La contrepartie cosmique de l'être humain peut lui mentir également. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont par-delà de la morale, ou qui va dire que dire la vérité, c'est beau, puis mentir, c'est pas beau. Donc, dans la conscience supramentale, c'est de la manipulation constante, par-delà les valeurs qui sont des formes relatives. Et la manipulation, par contre, vise une évolution de conscience et s'appuie aussi sur véhiculer une forme d'énergie. Donc, c'est la particularité. Et tout ça pour vous dire que les valeurs peuvent se construire, déconstruire. On peut discuter avec quelqu'un, puis on peut poser la question, on peut faire un exercice. On peut dire à la personne, pour toi, là, c'est quoi qui est important? Puis là, elle peut dire la valeur de la famille, la valeur de ci, la valeur de ça. On peut jouer l'avocat du diable. Ouais, mais tu dis que la valeur de la famille, c'est important, mais à ce moment-là, pourquoi que tu agis de telle façon qui me semble contradictoire? Et ainsi de suite. Tu sais, il y a tout le temps une façon d'interpréter les choses. Quelqu'un peut dire « Ah, c'est super important pour moi la famille », mais la personne est workaholic, là, elle travaille beaucoup, là, elle travaille au-dessus de 50 heures par semaine. Puis là, la personne peut répondre « Ouais, mais je passe pas beaucoup de temps en famille, même si c'est ma valeur, mais je fais ça pour le bien de ma famille parce que ça me permet d'avoir de l'argent, subvenir aux besoins financiers de ma famille en période d'inflation où le coût de la vie augmente là, à vitesse grand V dans les pays occidentaux. Donc, vous voyez, quelqu'un peut dire, dans sa vision de la valeur de la famille, son interprétation psychologique, « Ah, ben, moi, la famille, c'est important, il faut que je passe du temps avec les membres de ma famille, comme mes enfants, ma compagne. » Puis il y en a d'autres, non. Dans sa vision de la valeur de la famille, c'est de subvenir aux besoins de la famille, c'est-à-dire d'être un pourvoyeur qui va répondre à ses besoins. Et chacun, dans sa façon d'interpréter la valeur de la famille, ils ont raison à quelque part. On peut tout rationaliser, tout interpréter psychologiquement, puis avoir raison. C'est un petit peu comme, par exemple, le budget annuel. Pourtant, c'est supposé être objectif, être des chiffres. Et le budget qui est présenté par le gouvernement, que ce soit au niveau fédéral ou provincial ici au Canada, chacun des deux partis, que ce soit le parti au pouvoir ou de l'opposition, va dire « Ah, ben, le parti au pouvoir va dire que le budget, il est bon, puis le parti de l'opposition, ben, il est pas bon. » Chacun va dire le contraire souvent. Pourquoi? Ben parce que chacun a un agenda politique. Et la façon qu'est interprétée l'information, pourtant, c'est des chiffres. C'est supposé être une information quantitative et non pas qualitative qui est propice à l'interprétation et la réflexion. Mais en réalité, les chiffres sont des formes qui nous donnent l'impression d'être objectives, mais dans les faits, sont très subjectives. Et chacune des formes que sont les chiffres vont être interprétées d'une certaine façon. Donc, et tout ça, ça nous ramène au principe qu'à quelque part, toute information, toute valeur, tout cadre idéologique peut être construit ou déconstruit. Là. Donc, c'est des formes qui sont temporaires, c'est des formes qui sont relatives, puis finalement, il ne faut pas nécessairement leur donner à quelque part là, trop d'importance. Donc, tout ça pour conclure cet enregistrement qui invite à aller agir au-delà du mental, au-delà de l'intellect réflexif, c'est-à-dire au-delà des valeurs et des formes qui existent dans le passé. Donc, ne pas se situer par rapport à des référents externes qui sont, par exemple, des valeurs qui ont été sanctionnées par la société, mais plutôt pour agir en fonction de soi-même, naturellement, si on en a la vibration. Donc, c'est sûr que si on prend, par exemple, la drogue, quelqu'un peut dire « Ah, ben, moi, je suis opposé à la drogue. La drogue, c'est vraiment quelque chose qui est mauvais. Moi-même, je ne prends pas de drogue et j'ai plutôt tendance à être opposé à la drogue parce que ça peut créer des déséquilibres au sein d'individus. Par contre, j'en fais pas un jugement absolu dans le sens que il y a certaines personnes qui, sans la drogue,
des antidépresseurs, ben, ils ne seraient pas capables de fonctionner en société. Donc, ils ne seraient pas capables de s'occuper de leurs enfants, de leur famille. Donc, je trouve plus intelligent que ces gens-là prennent de la drogue. C'est sûr que de ne pas être capable de fonctionner. Donc, en dernier recours, naturellement. C'est sûr que quelqu'un, avant de prendre de la drogue, s'il y a des problèmes psychologiques, mais la personne, elle peut faire des psychothérapies. Donc, elle peut faire plusieurs psychothérapies, mais là, si ça en fait 2, 3 puis ça ne fonctionne pas, ben quelque part, il est peut-être mieux de prendre de la drogue pour pouvoir s'ajuster dans sa vie, s'équilibrer, à défaut de le faire elle-même par une capacité d'introspection puis d'ajustement de sa psyché par elle-même, là. Donc, mieux vaut qu'elle bénéficie quelque part du support de la drogue pour s'ajuster que de pas être capable de fonctionner. Ça, c'est la façon que je vois les choses. Donc, la drogue, dans certains cas, peut être un mal nécessaire. Mais est-ce que c'est souhaitable que dans la société, on banalise l'utilisation de la drogue, voire même en faire la promotion, rendre toutes les formes de drogue acceptables, faciles d'accès, et qu'on s'inscrit dans une mouvance qui va dans ce sens-là au Canada, avec la décriminalisation de la marijuana. Là, aujourd'hui, il y a des points de service où les gens peuvent acheter de la marijuana comme on peut acheter de l'alcool. Est-ce que c'est souhaitable? La réponse, c'est non. Est-ce que la drogue peut amener la personne à parvenir à la conscience? Bien sûr que non. D'ailleurs, par rapport à ça, dans le fond, la façon que je vois ça, c'est que c'est abominable, quelque part, qu'il y a des gens dans le nouvel âge, dans le domaine du chamanisme, qui, là, il y a comme une mode, une tangente par rapport à ça. Parce que là, on va dire aux gens, allez en Amérique du Sud, là, vous faites venir chez vous là, de l'ayahuasca pour vivre une expérience spirituelle qui va vous faire parvenir à la conscience. Et ça, naturellement, j'en fais pas la promotion. Je suis plutôt, comment dire, opposé à ça parce que si la personne utilise la drogue dans l'espoir subjectif de parvenir à la conscience, la personne peut se faire astraliser naturellement là, par rapport à l'expérience, c'est-à-dire elle peut... cette expérience-là, en fait, ne participe pas à son éveil, mais la plonge dans un rêve au nom de l'éveil. Le rêve qui est nourri par le désir de s'éveiller, et là, la personne peut récupérer par du mémorial, de l'astral, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que dans ma compréhension de la réalité, la drogue ne fera jamais... quelqu'un qui prend de la drogue d'une manière volontaire dans l'espoir de passer à la conscience supramentale, on oublie ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est insensé, donc qui n'est pas souhaitable. Par contre, est-ce que quelqu'un qui prend de la drogue peut, à un moment donné, vivre des prises de conscience? Oui, mais moi, la façon que je vois ça, c'est que, écoutez, si la personne ne prend pas de drogue, premièrement, ça coûte moins cher. Si la personne n'a pas besoin d'aller en Amérique du Sud rencontrer des chamans, puis elle reste tout simplement chez elle, puis elle avait un état de transe parce qu'elle est capable, à quelque part, de vivre une altération psychique sans de substances externes, bien, c'est intéressant parce qu'elle n'a pas besoin, elle n'est pas dépendante de la drogue. Et ma compréhension aussi des gens qui pratiquent le chamanisme, en m'appuyant entre autres sur les travaux de Corinne Sombrun, qui a étudié le chamanisme entre autres en faisant des voyages en Mongolie auprès de chamans. Et elle a voulu faire le pont avec la science occidentale, avec des neuropsychologues. En fait, c'est entre autres un psychiatre, puis différents scientifiques qui ont utilisé des électrodes qui ont branché sur le cerveau pour voir l'activité. Ils se sont rendus compte que l'individu qui vit un état de conscience altéré, comme le chaman, en réalité, l'activité cérébrale du cerveau est similaire à celle d'une personne qui vit un état de psychose. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Sauf que la particularité du chaman, bon, il y a des chamans qui peuvent prendre des substances hallucinogènes comme de l'ayahuasca, mais il y en a qui peuvent tout simplement vivre un état de transe en entendant le son du tambour. Donc, tout ça pour dire qu'à quelque part, si la personne est capable de vivre un état de conscience altéré sans avoir recours à des substances hallucinogènes ou même le tambour, tout simplement par l'utilisation de sa volonté, bien là, c'est sûr que ça devient extrêmement intéressant.
Par contre, la personne qui va prendre de la drogue, des substances hallucinogènes, puis elle va vivre ce qu'on appelle une psychose toxique, c'est-à-dire que sous l'effet de la drogue, elle va se mettre à halluciner ou être en contact avec une autre réalité. Et la distinction entre les deux est très subtile. Ma compréhension aussi du phénomène, dans le sens qu'au fil du temps, ma compréhension se raffine, de la compréhension de l'état altéré de conscience. Et il y a des informations qui se recoupent, dans le sens que si l'activité cérébrale d'une personne qui vit une psychose toxique ou un état altéré de conscience parce que la personne est en transe chamanique, ben si c'est similaire, ça peut être que le cerveau, à ce moment-là, se rend plus disponible à un autre état de réalité. Et là, il y a des gens qui sont matérialistes qui vont interpréter que c'est des hallucinations, il n'y a pas d'autre réalité parallèle à la nôtre, il n'y a pas de plan occulte, il n'y a pas de plan éthérique. Mais un scientifique post-matérialiste, prenons par exemple le cas de Mario Beauregard, peut interpréter pour sa part qu'il y a un autre plan de réalité qui existe et qu'à quelque part, il y a des informations qu'on peut accéder en étant en état altéré de conscience où l'individu devient plus ouvert, un peu comme une éponge qui pourrait absorber des informations qu'il met en relation que le champ cosmique est plus grand que lui sur le plan de l'esprit. Donc, il y a ces deux réalités-là, mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que moi, personnellement, je prends pas de drogue dans le sens des substances hallucinogènes dans l'optique d'établir un contact avec l'esprit. Et moi, je vois pas ça comme étant pertinent. Je dépenserais pas une fortune pour aller en Amérique du Sud puis rencontrer des chamans sur place pour prendre de l'ayahuasca, alors que chez moi, j'ai tout simplement qu'à fermer les yeux puis me mettre dans un état de disponibilité intérieure pour vivre un état altéré de conscience qui peut me permettre, par exemple, de parler puis d'improviser d'une manière spontanée là, pendant plusieurs minutes là, sur un sujet. Donc, autrement dit, le recours à un support extérieur, pour moi, n'est pas nécessaire. Et c'est sûr que la personne qui est capable de vivre un état de transe, altéré de conscience, c'est-à-dire qu'on va appeler ça un état de conscience vibratoire, ben, puis elle est capable de générer par elle-même, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, la distinction qui avait été faite en lien avec les travaux de Corinne Sombrun qu'au fil du temps, parce qu'elle fait, si vous allez sur YouTube, vous pouvez faire une recherche par rapport à elle, elle est très intéressante, elle est très active, elle a donné plein de conférences. Au fil du temps, ben, j'aime ça suivre la qualité de son travail parce que elle fait beaucoup de recherches en lien avec le chamanisme, le fonctionnement entre autres du cerveau, les neurosciences. Et de ce que j'en comprends, c'est que la particularité du chaman, c'est capable de sortir lui-même de l'état de transe à volonté, tandis que la personne qui vit un état de psychose, un état altéré de conscience, mais qui n'est pas capable de sortir par elle-même, ben c'est là que ça devient problématique. C'est là, en fait, que l'individu, dans le fond, devient submergé par son expérience puis en devient victime. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent, par exemple, des états de psychose toxiques sous l'effet de la drogue, puis il faut qu'il y ait une camisole de contation, il faut qu'il soit en psychiatrie. Tandis qu'un individu qui est chaman, qui vit un état d'altéré de conscience, puis à un moment donné, ben, il décide volontairement que l'état de transe doit prendre fin, puis il prend fin, ben, à ce moment-là, il est en état de maîtrise par rapport à la nature de son expérience, qui est très différent. Par contre, il faut aussi réaliser que dans un sens, tout sert. Donc, quelqu'un, malgré lui, ça se peut qu'il fasse une expérience avec la drogue qui l'amène à réaliser qu'il existe des réalités parallèles. Puis peut-être que la personne, par la suite, elle va faire une cure de la consommation de drogue, puis elle va chercher d'autres moyens pour entrer en contact avec cette réalité. Et à un moment donné, elle va développer plus d'introspection, puis une forme d'autonomie psychique aussi. Donc, tu sais, il y a plusieurs chemins qui peuvent amener une forme de conscientisation individuelle autonome là, naturellement, mais ce que j'avais à dire, parce que bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui semblent dire que Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale, alors qu'il était jeune, il avait été au sud des États-Unis, donc alors que c'était une période où il y avait les psychédéliques qui étaient à la mode, la contre-culture était en émergence, avec le mouvement des hippies qui faisait entre autres la promotion de la drogue et ainsi de suite.
Donc, à savoir, est-ce que Bernard de Montréal aurait vécu le contact avec la conscience supramentale en 1969, donc l'année où il y avait eu le spectacle de Woodstock aux États-Unis, où beaucoup de jeunes étaient des consommateurs de drogue et il y avait une adhésion au mouvement hippie et l'exploration et l'expérimentation, que ce soit le LSD ou d'autres substances psychotropes. C'est une bonne question, à savoir si, dans le sud des États-Unis, s'il n'aurait pas été en contact avec des gens qui l'auraient initié à la... En fait, les gens ne l'auraient pas initié, oui, ils l'auraient initié à consommer de la drogue, puis par la suite, ça aurait enclenché le contact chez lui avec la conscience supramentale, c'est une question. Mais que ce soit le cas ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de son instruction, puis le fait que dans ses enregistrements, il n'a pas fait la promotion de la drogue et c'est sûr que je suis en accord avec lui qu'à quelque part, la drogue ne doit pas être vue comme étant un instrument qui permet de connaître l'éveil parce qu'à ce moment-là, les gens n'auraient qu'à prendre des substances hallucinogènes pour, dans le fond, devenir conscients. Ça serait aussi simple que ça. Et la drogue aussi peut endormir. La drogue peut alourdir l'individu. Donc, elle a plusieurs effets, elle a plusieurs impacts. Sauf que si l'individu devient dépendant de la drogue, à ce moment-là, il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, à ce moment-là, il ne peut pas prendre sa vie en main. Donc, si quelqu'un dépend d'une drogue pour entrer en contact avec le monde des esprits, c'est-à-dire une substance hallucinogène, ça veut dire qu'il n'y a pas totalement une autonomie psychique. Donc, à ce moment-là, si un jour il n'a plus accès à la drogue puis il en a besoin, à ce moment-là, il ne peut pas aller chercher l'information qu'il a de besoin à partir de cet état altéré de conscience que génère la drogue et qu'elle induit chez lui. Donc, c'est pour ça qu'à quelque part, si on est libre de la dépendance de la drogue, on peut aller chercher l'information par nous-mêmes et c'est sûr que c'est ce que je vois qui est plus souhaitable là, naturellement. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement qui a été un défi pour moi. Peut-être que vous avez remarqué, mais en arrière-plan, il y a ma petite fille qui pleure, mais il y a ma compagne là, qui s'en occupe présentement, là, mais ça fait partie de mes réalités de père, puis c'est sûr que si j'attends le moment parfait où ce que ma fille ne pleure pas, ça se peut que j'attende longtemps avant de faire un enregistrement, ou tantôt j'avais commencé à faire l'enregistrement, elle était tranquille, elle pleurait pas. Puis là, quelques minutes après, elle s'est mise un peu à pleurer. Et puis, c'est sûr qu'il faut que je compose avec cette réalité-là qui m'échappe. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.